Bonsoir et cordial bienvenue à une autre émission VA2CQ, toujours dans le monde merveilleux de la radio amateur. Ce soir, nous parlerons d'un sujet très intéressant et très important, les antennes. Et permettez-moi, messieurs, dames, de vous présenter mes invités pour ce soir, deux radioamateurs pour qui, justement, les antennes n'ont presque plus de secret. Donc, en premier lieu, on accueille VA2 Mike Juliette, l'ami Michel. Bonsoir. Bonsoir. Et également en VA2 Alpha Kilo Juliette, l'ami Jean. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. La semaine dernière, nous avons pu regarder ensemble différents appareils de radio, des hautes et des basses fréquences. Nous en avons parlé. Et ce soir, nous allons parler également de sujets, comme je vous le disais tantôt, des antennes. Alors, on va voir ensemble quels sont les appareils qui, justement, ont besoin d'une antenne, tant pour recevoir des émissions que pour en transmettre. Tout le monde sait qu'est-ce qu'une antenne en général, mais tout de même, pour bien situer le sujet ce soir, mon premier invité à qui je pose la question, Jean, quelle est la définition d'une antenne? Bon, la définition d'une antenne. Bon, on pourrait dire que n'importe quel élément qui est conducteur peut servir d'antenne. OK? Typiquement, ce qu'on rencontre, c'est que l'antenne est composée d'un bout de fil, habituellement, fait de cuivre ou d'aluminium, qui sont des très bons conducteurs d'électricité. OK? Et pour notre discussion, bien, on va parler de fil, mais il pourrait s'agir aussi de tiges de cuivre ou de tiges d'aluminium, qui pourraient servir comme ça. L'antenne peut servir en deux modes. Il y a un mode d'émission puis un mode de réception. En mode d'émission, l'antenne est reliée évidemment à un émetteur. Et cet émetteur-là envoie dans l'antenne des ondes électriques. Ces ondes-là agissent avec le champ magnétique terrestre finalement pour générer ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques voyagent dans l'espace à des distances plus ou moins grandes. Ils peuvent faire facilement le tour de la Terre et même aller plus loin. En mode réception, qui est l'autre mode d'opération d'une antenne, évidemment, elle est reliée à un récepteur. Et à ce moment-là, c'est le phénomène inverse, c'est que les ondes électromagnétiques qu'il y a dans l'espace ou l'atmosphère induisent un courant électrique dans le fil d'antenne. Puis ce fil-là étant relié au récepteur, dans le récepteur, il y a des circuits électriques qui convertissent les ondes électromagnétiques en son qu'on entend finalement dans le haut-parleur. Je dois dire aussi en passant que les ondes électromagnétiques, ça voyage à la vitesse de la lumière, ou presque à la vitesse de la lumière. D'accord. Oui. J'étais justement, moi, je n'étais pas à la vitesse de la lumière. Okay. Alors, il y a bien des années que les récepteurs radio sont suffisamment sensibles, naturellement, pour ne pas avoir d'antenne, du moins pour recevoir certaines émissions locales. Si je m'adresse à Michel, quels sont les appareils précisément qui ont besoin d'antennes? En fait, si on peut dire effectivement que les appareils de radio qu'on emploie couramment semblent ne pas avoir d'antenne, c'est que le progrès de l'électronique fait que l'antenne est maintenant réduite en dimension de façon telle que dans la plupart des cas, on peut la loger dans le boîtier du récepteur. Mais en fait, si on veut recevoir des émissions qui proviennent de plus loin que dans la zone immédiate où est situé le récepteur, il faut avoir une antenne plus élaborée. Les voitures ont une antenne qui est quand même relativement petite, mais qui est déjà plus importante que celle qu'on loge dans un récepteur domestique. Pour prendre un autre exemple, les baladeurs semblent ne pas avoir d'antenne, mais en fait, l'antenne est un petit fil qui est placé le long de l'équipement et qui permet de capter les ondes. Maintenant, les écouteurs d'ondes courtes sont parmi les gens qui ont intérêt à avoir une antenne extérieure parce qu'ils cherchent à entendre des stations qui sont éloignées et sans antenne élaborée, ils ne pourraient capter que les stations les plus fortes.
Les mélomanes qui veulent profiter du FM, s'ils n'ont pas un réseau de câblo-distribution, doivent avoir une bonne antenne pour profiter des qualités de la fréquence modulée. C'est la même chose pour la télévision. Là encore, avant l'arrivée de la câblo-distribution, on sait que pour obtenir une réception convenable, il fallait s'installer une antenne extérieure. Donc, en général, on voit que pour toute réception qui dépasse un peu la zone immédiate de propagation des ondes, ça prend une antenne. Maintenant, toute personne ou tout service qui doit émettre a naturellement besoin d'une antenne parce qu'en émission, il n'y a pas de succès donné. Il faut une antenne. Tous les services publics, comme la police, les pompiers, les autres services du genre, les amateurs, les gens qui font du SRG ou du CB, toute personne qui veut utiliser un émetteur a besoin d'une antenne. Maintenant, si on pourrait peut-être en montrer quelques-unes, Jean et Michel, si on donnait peut-être justement celle qu'on voit présentement à l'écran, on pourrait peut-être en parler un petit peu. Bon, en fait, là, on voit une antenne de type, en fait, qui est faite avec des barres d'aluminium, des tiges d'aluminium. C'est une antenne qui sert pour les radios amateurs, là, c'est la grande antenne, puis celle qui est un peu au-dessus, c'est une antenne, encore une fois, de radio amateur, mais pour des fréquences beaucoup plus élevées. Ces antennes-là, on les appelle des Yagi. Je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. D'accord. J'ai d'autres types d'antennes ici aussi pour des fréquences beaucoup plus élevées que les ondes courtes typiques ou les fréquences radioamateurs typiques à longue distance. Je ne sais pas si on peut voir ici sur... D'accord. Si on parle justement des antennes que nous avons présentement sur la table, ce petit genre d'antenne, genre tire-bouchon peut-être, on peut appeler, on va peut-être nous en parler un petit peu. C'est pas tellement long, mais c'est quand même assez puissant. C'est ça. Ça, c'est l'antenne typique qu'on voit sur les... je ne sais pas si on peut bien la voir ici. Okay. Sur les automobiles qui utilisent de la téléphonie cellulaire, en fait. C'est une antenne un peu spéciale dans le sens que elle fonctionne à des fréquences de 8 à 900 MHz. OK? Puis la longueur d'onde, la longueur d'antenne qu'on a besoin, finalement, c'est la partie qui est en dessous, la portion tournée qui fait comme un ressort ici. Alors, il y a deux objets à cette sphère-là. C'est que ça fait l'objet d'une bobine pour augmenter l'efficacité de l'antenne, puis en même temps, ça augmente la souplesse de l'antenne. Voilà. C'est pas simplement un côté design ou côté esthétique, c'est vraiment une combinaison des deux. Je pense qu'on a fait un compromis. D'accord. OK. Ici, typiquement, c'est une antenne qu'on rencontre sur le toit d'une automobile. Par exemple, les types services publics qui fonctionnent dans les 140, 150 MHz, le taxi, la police, des fois, et les radios amateurs aussi dans la bande des 2 mètres. C'est le genre de longueur d'antenne typique qu'on rencontre. Ça ne prend pas de place. Souvent, soit c'est vissé sur le toit, ou encore, j'ai un modèle ici où il y a un aimant dans la base. C'est des antennes typiquement qui ont la même longueur. Magnétique. Mais ça, c'est une antenne magnétique qui peut coller. Alors, on n'a pas besoin de percer de trou dans l'automobile. J'ai un autre type d'antenne ici qui fonctionne typiquement dans la même bande également, sauf qu'elle est un peu spéciale. C'est une antenne qui a été bobinée. Et alors, c'est semblable à celle-ci, non, c'est plutôt plus rapproché. Si on veut, c'est plutôt pour ces fréquences-là. Oui. OK, mais c'est le même principe. Le même principe, ça, si on veut. Ça. Ouais. Ça a double effet aussi d'avoir la flexibilité pour empêcher de la casser. Alors, ces deux antennes-là sont sur la même fréquence? Ces trois antennes-là, typiquement, fonctionnent dans la même bande de fréquence. Dans notre cas, c'est la bande des 2 mètres. D'accord. Alors, on voit beaucoup d'antennes installées de différentes façons. Certaines sont basses, d'autres sont sur des pylônes très élevés. Qu'est-ce qui entre en ligne de compte quand on choisit justement la hauteur d'une antenne? Bon, la hauteur d'une antenne, il y a différents éléments qui indiquent la hauteur d'une antenne. Dans le cas des fréquences dont on vient de parler ici, là, parce que je vais peut-être serrer un peu vite, ce sont des fréquences très élevées, en fait, qu'on appelle le VHF, Very High Frequency. Ces fréquences-là, typiquement, pour avoir une bonne communication, il faut que l'antenne, à la fois de l'émetteur et du récepteur, soit en ligne de vue, si on veut. Autrement dit, typiquement, pas voir avec les yeux, mais qu'il n'y ait pas d'obstacle entre les deux. Par exemple, s'il y avait un obstacle comme une montagne, par exemple, entre deux antennes comme ça, la communication serait affectée. Il y aurait des petits problèmes ou il n'y aurait pas de communication du tout. Si on regarde attentivement, d'ailleurs, aussi pour les antennes mobiles, les antennes qui sont sur les toits d'automobile ne peuvent pas être très hautes, évidemment. L'automobile a une hauteur déterminée. Alors, on compense le phénomène de ligne à vue
en mettant les antennes émission, l'autre partie, si on veut, de la communication, sur un endroit très élevé. Par exemple, Donc, facile avec un bas niveau et ouais, un haut niveau alors, pour ouais. se On revoir. évite les obstacles. Comme par exemple, souvent, on se promène en ville et on regarde sur le toit des grands édifices. Il y a beaucoup Oui. d'antennes qui sont là. C'est typiquement pour ça, justement. D'accord. Maintenant, il y a un sujet qu'il faudrait peut-être... Je peux peut-être... on parle des ondes courtes. Oui, L'autre type d'antenne. c'est ça? exactement OK. où j'en venais. OK, allez-y. Alors, il n'y a pas de problème. OK. On continue. Bon, quand on parle de typiquement les ondes courtes, les écouteurs d'ondes courtes ou les bandes à longue distance que les radioamateurs Voilà. utilisent, on parle de fréquences beaucoup plus basses, si on veut, que celle-ci. Alors, les antennes ont des dimensions beaucoup différentes. La hauteur a une signification un peu... bon, ça en est un type, ça, ici, là. D'accord. La hauteur de l'antenne est importante, mais pour des raisons un peu différentes. Évidemment, plus elle est haute, plus la communication va être bonne. Mais il y a l'aspect aussi de, lorsqu'on est en ville, par exemple, il y a un paquet de bruits, de parasites qui circulent un peu partout sans qu'on s'en rende compte, là, que ce soit l'alimentation de l'hydro qui rentre dans la maison chez vous. Ça peut être le voisin qui est en train de percer des trous avec sa perceuse électrique. Ça peut être une machine à coudre, un paquet de petits moteurs qui tournent, là, qui font de l'interférence. Alors, plus l'antenne est haute, plus on s'éloigne de ces sources de bruit-là. Ça donne l'efficacité également à l'antenne et au rendu. C'est ça. Oui, exact. Alors, comment on peut obtenir l'élévation qui convient justement à l'usage que l'on veut faire d'une antenne? Bien, il y a plusieurs façons qui dépendent beaucoup de la situation dans laquelle chacun se trouve. Si, par exemple, on est propriétaire de sa maison, bien, déjà, il y a un avantage, on est plus libre de s'installer un peu plus sans avoir à solliciter de permission. Donc, une première façon, par exemple, c'est d'installer un trépied sur le toit. Ils se vendent dans le commerce des trépieds métalliques qui peuvent servir pour ça. Maintenant, si on est un peu en banlieue, on a souvent un arbre ou deux sur la propriété et ça peut très bien servir pour ancrer un côté de l'antenne. C'est l'autre façon aussi qui est finalement souvent la plus satisfaisante, c'est d'utiliser un pylône ou un mât. Mais le pylône en métal est finalement le plus facile à installer et à entretenir. Et avec le pylône de métal, l'élévation de l'antenne est facilement atteignable au niveau où on veut l'avoir parce que selon l'application qu'on va en faire, comme on disait tout à l'heure, la ligne de portée de l'antenne peut être tributaire de sa hauteur et sur onde courte, plus l'antenne est élevée, meilleurs les résultats seront. La plupart des antennes sont faites de toute façon en haute fréquence, sur onde courte. La plupart des antennes sont faites pour être à une certaine distance du sol, sans quoi leurs caractéristiques sont compromises. Alors, il y a naturellement bien des sortes d'antennes. On peut sûrement en classer en genre pour en faciliter la compréhension du sujet sans devoir les examiner une par une. Ce qu'on a réussi tantôt en montrant différentes antennes. Il y a également, en ayant cette bonne idée de la famille différentes antennes, est-ce qu'il y en a qui ont des caractéristiques plus particulières que celles que l'on vient de voir en radio amateur, naturellement? Bon, les caractéristiques des antennes, on pourrait commencer par les classer en deux catégories. Les antennes verticales et les antennes horizontales. Fondamentalement, les antennes sont, comme disait Jean tout à l'heure, ce sont des conducteurs qui ont un rôle très précis à remplir en émission ou en réception, que ça ne change pas qu'il soit horizontal ou vertical. Ce qui change, c'est que l'antenne verticale, pour une chose, est celle qui permet le mieux de propager ce qu'on appelle l'onde de terre. L'onde de terre suit la courbure de la Terre, colle au sol, effectivement, et s'atténue assez rapidement avec la distance. Mais c'est celle qui est utile pour les communications, par exemple, sur les ondes domestiques qu'on appelle le broadcast. Et c'est aussi celle qui est utile pour des applications autres que celles qui intéressent la plupart des gens, c'est-à-dire des communications de très longue distance maritimes. L'antenne horizontale, quant à elle, c'est celle qui est utilisée très largement sur les ondes courtes
pour deux raisons. D'abord, elle est intrinsèquement directionnelle. C'est ce qui veut dire qu'on peut concentrer l'efficacité de l'émission dans une direction, et ça vaut également en réception. Donc, avec une antenne horizontale, premièrement, on peut privilégier une direction par rapport aux autres, autant en émission qu'en réception. Et ensuite, l'antenne horizontale, c'est celle qui permet le mieux de capter des ondes qui arrivent de différentes distances. Alors, en gros, les caractéristiques relatives des antennes horizontales et verticales, c'est un peu ça. Donc, si moi, je suis un radioamateur ou un écouteur d'onde courte et puis que j'ai besoin de m'installer une antenne, on n'a peut-être pas parlé de la dipôle. J'aimerais peut-être qu'on clarifie un peu le sujet, qu'on aille en démonstration sur le dipôle. On disait au début de l'émission que c'est un bout de fil pour se faire une bonne antenne. Ouais. On a une à l'échelle très réduite ce soir. C'est pas vraiment à l'échelle, c'est plus une représentation miniature d'une antenne dipôle. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Hein? Ben oui, ouais. D'accord. Bon. En fait, l'antenne dipôle, c'est un bout de fil. Là. Dans le cas ici, il est noir, c'est un fil qui est recouvert d'un plastique noir, mais c'est du fil de cuivre. Bien, oui. On voit bien, oui. Bon, alors c'est un fil qui est coupé au centre, OK? Et on a placé un isolateur ici, au centre, pour que les deux côtés soient électriquement indépendants, si on veut. Et on amène à la connexion ici, on ne la voit pas parce que c'est fait dans la petite boîte, là. Mais la connexion du câble qui vient du récepteur ou de l'émetteur, qui est souvent le même appareil, là, est connecté à l'intérieur, un côté ici puis un côté là. Typiquement, cette antenne-là, qu'on appelle une dipôle, dans les bandes typiques qu'on emploie souvent, ça peut avoir des longueurs de 63, 64 pieds chaque côté ici. D'accord. Dans des bandes un peu plus élevées, ça peut avoir comme sur le 10 mètres, là, ça peut avoir à peu près 8 pieds. 8 pieds. 8 pieds et demi, 9 pieds, dépendant de la portion de la bande qu'on veut utiliser. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent ce soir, qui ont un appareil récepteur à la maison, quelle longueur de fil on pourrait leur suggérer d'un isolateur à l'autre? Bon, si on une parle réception moyenne, là. Donc, on parle d'un écouteur d'onde courte. Un écouteur d'onde courte. OK. Oui. L'idéal, ce serait d'avoir une longueur de, disons, à peu près 120 pieds coupée en deux, ou une centaine de pieds, finalement. Typiquement, là, c'est dans un terrain typique aujourd'hui, là. On pourra peut-être donner un truc, justement, pour les écouteurs d'onde courte qui ne le sauraient pas. La plupart des bandes, des gammes d'onde courtes sont désignées par un nombre de mètres, comme 31 mètres, 17 mètres. Et l'antenne dipôle représente une demi-longueur d'onde. Donc, il suffit de dire, si je veux capter dans les meilleures conditions la bande de 31 mètres, à ce moment-là, ça me prend une antenne qui mesure la moitié de 31 mètres, donc 15 mètres, 15 mètres et demi. 48 pieds, à peu près. Tout simplement en retenant ce fait-là que l'antenne dipôle équivaut à une demi-longueur d'onde, donc à la moitié de la longueur en mètre, on peut immédiatement trouver une longueur qui est très proche de la longueur idéale Sur la fréquence. pour la réception des ondes courtes. En fait, on se base sur si on a une préférence d'écoute sur une bande donnée, comme dit Michel, si c'est le 30 mètres, bien, on calcule l'antenne en conséquence. Un petit point important ici, lorsqu'on fait les raccords d'antenne avec le fil de cuivre, il faut bien souder les raccords. Là, on ne l'a pas fait ici, là, mais... Pour le montrer. Oui, pour le montrer, mais en fait, on ne le verra pas de toute façon, je pense. Exact. Mais la soudure, vu que c'est du fil de cuivre, finalement, le fil de cuivre, on sait, ou le cuivre, en fait, s'oxyde, comme les pièces de monnaie, puis le toit de Château-Frontenac, etc. Alors, si on ne veut pas que ça se produise avec le temps, puis le temps étant peut-être 1 ou 2 semaines, là, si on installe notre antenne, il y a déjà de l'oxydation qui se fait dessus. Alors, il faut très bien souder les raccords comme ça, là, avec de la bonne soudure électrique, non pas de la soudure à tuyau, là, D'accord. pour s'assurer justement qu'il n'y a pas d'oxydation et que le contact reste toujours bon. Puis également, ça empêche ça donne une certaine rigidité mécanique aussi. Ça empêche de se démancher. Je ne sais pas si tu as d'autres commentaires à ce sujet-là, Michel. Non, sauf peut-être pour ajouter une autre raison de souder les conducteurs, c'est que d'abord, ça assure la permanence du rendement de l'antenne. L'antenne sera moins capricieuse. Si les raccords ne sont pas soudés, on peut s'attendre à des rendements erratiques, avoir du bruit en réception. Et si on se sert de l'antenne en émission, ça peut être une source de brouillage pour les appareils qui nous entourent. Donc, c'est très important, particulièrement pour une antenne d'émission, mais c'est une bonne pratique pour toute antenne d'avoir des raccords bien soudés. D'accord. Puis la grosseur du fil, on parlait tantôt de différentes grosseurs du fil. On pourrait peut-être suggérer aux écouteurs d'onde courte ce soir
un type spécial de fil? Couvert ou découvert? Couvert, on vient de le dire, va être difficilement oxydable. Justement, moi, je favorise le fil recouvert, gainé de plastique, pour deux raisons. Premièrement, la pollution de l'air est un élément qui contribue à l'oxydation rapide des fils d'antenne. Donc, en ayant un fil gainé de plastique, notre fil est beaucoup mieux protégé. Deuxièmement, le plastique contribue à aider au fil de cuivre à tolérer les efforts mécaniques que le vent et le verglas, occasionnellement, vont lui imposer. Donc, du côté physique comme du côté protection, le fil recouvert de plastique est, à mon avis, préférable dans la plupart des cas. Pour ce qui est de la jauge de fil, savoir si ça prend un fil plus ou moins gros, dans pratiquement toutes les applications, ça n'a à peu près pas d'importance. Le seul cas où il faut tenir compte de la dimension du conducteur, c'est pour les émetteurs qui emploieraient une puissance passablement élevée. Mais en dehors de ça, du fil numéro 14, 16, 18 même, peut parfaitement convenir. Une des limitations dans la réduction du diamètre, c'est justement la force physique du fil. Si on installe, comme disait Jean tout à l'heure, une antenne qui peut avoir, mettons, 120 pieds ou 80 pieds d'envergure, le poids de la ligne d'alimentation au centre impose une certaine tension à l'ensemble. Donc, il ne faut pas avoir un fil trop petit. Il a son propre poids aussi, le fil lui-même. Il y a l'hiver, le verglas, toutes les intempéries qui s'en suivent. J'aimerais peut-être, avant de laisser ce sujet, de revenir à l'aspect sécuritaire. On entend souvent dire quelqu'un en montant une antenne de radio a failli ou s'est électrocuté. On aurait peut-être des spécifications à donner là-dessus. Malheureusement, c'est un fait on dirait qu'à chaque année, les médias nous rapportent ces événements malheureux. Et ce sont des événements qui ne devraient pas arriver parce que l'antenne elle-même est tout simplement pas plus dangereuse qu'un tuyau ou qu'une échelle d'aluminium. Mais tout comme l'échelle d'aluminium peut servir à électrocuter la personne qui s'en sert si on heurte des fils conducteurs d'électricité, bien, avec l'antenne, c'est la même chose. Et c'est justement là qu'est la difficulté, c'est que les gens, peut-être par hâte d'installer l'antenne ou pour avoir un maximum d'élévation, vont l'installer ou du moins commencer l'installation sans bien s'assurer qu'ils sont en aucun cas sujets à toucher au fil électrique avec l'antenne. C'est la première précaution à prendre et si cette simple précaution était prise, on n'aura pas à déplorer ces accidents. Et aussi, on doit penser qu'une fois l'antenne installée, justement, on disait tout à l'heure le verglas, nous avons des conditions climatiques difficiles, elle peut se rompre. Et il faut s'assurer que si l'antenne se rompt, elle ne tombera pas sur des fils électriques parce qu'à ce moment-là, on peut avoir des sérieux dégâts. Maintenant, c'est côté sécurité, il faut y penser justement avant. J'aimerais qu'avant qu'on termine l'émission ce soir, qu'on parle d'antenne dite ground plane. Parce qu'on n'a pas touché le sujet trop ce soir et c'est quand même quelque chose d'assez important, surtout en radio amateur. En radio amateur, en SRG ou CB, en radio commerciale, pour les services publics, encore une fois. La ground plane, c'est une antenne qui a comme caractéristique d'être constituée d'abord d'une tige verticale et qui surplombe 3 ou 4 tiges horizontales. On en voit d'ailleurs présentement un bel exemple. La tige verticale est la partie radiante principale de l'antenne, mais les tiges horizontales sont également très importantes parce que dans ce genre d'antenne, elles remplacent l'effet que le sol aurait sur le radiateur. Donc, l'élévation de l'antenne du type ground plane, dont on voit encore un autre genre ici, ne modifie pas les caractéristiques de l'antenne parce qu'elle transporte avec elle son plan horizontal réflecteur. Mais, naturellement, l'élévation va influer sur la portée
de l'antenne, surtout en service mobile, comme en amateur, en HF, en VHF, c'est-à-dire en haute fréquence, en très haute fréquence, où on communique avec des véhicules. On a mentionné tantôt que l'antenne du véhicule étant nécessairement basse, mais celle de la station de base... d'éviter les obstacles. C'est la même chose pour le CB. Exactement. Et pour n'importe quel service qui tente de rejoindre des unités mobiles. Je pense qu'on a fait quand même un excellent tour ce soir sur les antennes. On en retient de tout ça. Ça prend quand même une certaine hauteur. Alors, si les voisins s'aperçoivent qu'on a plusieurs fils détendus en radio amateur, c'est peut-être bon de venir nous aider. Donc, ils vont comprendre exactement le principe, pourquoi on a des antennes si hautes. Alors, messieurs, moi, je vous remercie beaucoup. Vous avez sûrement éclairé le sujet ce soir sur les antennes. Et je vous dis à la prochaine. Merci bien. Merci. Donc, avant de terminer ce soir, vous savez que nous avons notre concours sur la radio amateur. Il suffit de nous écrire. Et je vous rappelle l'adresse. Vous nous faites parvenir votre nom et adresse et numéro de téléphone à l'adresse suivante. Concours VA2CQ, Téléplus 24, 2700 boulevard Jean Perrin, suite 120, et le code postal G2C1S9. Je vous remercie beaucoup. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la prochaine. Thank you.